Les SPAC, c'est une sorte de coquille vide qui permet en fait à une société non cotée de rentrer en bourse. C'est devenu très grand public parce que c'est des opérations spectaculaires. C'est pas parce qu'il y a une célébrité que ça vous allez forcément gagner de l'argent. C'est bien parce que ça apporte plus de transparence et c'est beaucoup plus accessible. Il y a un déficit de culture financière en France. C'est le pays du livret A. C'est quand même le principe de dire tout ce qui est garanti est bien et tout le reste est moche. Là, on est dans une période, moi, que je trouve très bien parce qu'au moins, ça assainit un peu le marché. On parle des cryptos, du Bitcoin, Ethereum, mais il y a aussi plein de projets sur lesquels, d'ailleurs, ils sont basés sur ces technologies. Salut à tous, je suis Yoann Torti, cofondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Ma Question Préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la due diligence. Qu'est-ce que c'est la due diligence ? C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation à un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage, selon vos plateformes. Salut à tous, je suis ravi d'accueillir pour ce nouvel épisode donc Charlie Perrault, journaliste spécialisé en FinTech et crypto. Et vous allez retrouver pour ce nouvel épisode un invité qu'on a vu dans le premier épisode, Stéphane Toulieu, DG d'Atimis Gestion. Merci beaucoup d'être là. Merci Yoann. Merci. L'idée du podcast de cet épisode, c'est parler de la finance de demain, un petit peu des nouveaux modes d'investissement. Et est-ce que, on va rentrer dans le vif des sujets, les SPAC, les FinTech, ou même la crypto va révolutionner le monde de la finance de demain. C'est me tirer une balle dans le pied, mais quid du métier de conseiller en investissement financier ou même en tant que, ça c'est pour Stéphane, de gérant. Voilà, donc je vous propose, on commence par quoi, les SPAC ? Allez. C'est parti. Charlie, je te propose, en tant que journaliste, de nous parler un petit peu des SPAC et définir cette notion-là. Oui, c'est vrai que c'est un mot qui est apparu il y a peut-être un peu plus d'un an. Vraiment, on a commencé à en voir beaucoup apparaître. Alors, les SPAC, c'est Special Purpose Acquisition Company, donc qui est en fait une sorte de coquille vide qui permet en fait à une société non cotée de rentrer en bourse, une société privée, et de le faire de façon très rapide et moins chère. Donc, c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas, moi j'aurais été pour les startups, de passer par ce mode de financement plutôt que faire une entrée en bourse, une IPO assez classique, d'où le fait qu'on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Et ça permet aussi, vous avez ce qu'on appelle des sponsors, donc qui sont là, ils sont plusieurs, c'est des gens qui sont très reconnus dans le monde souvent de l'investissement et qui s'occupent de chercher en fait des entreprises dans lesquelles ils vont racheter ou alors ils vont fusionner ce SPAC pour les faire rentrer en bourse. Voilà. Donc on appelle ça souvent des blank check compagnies. Ouais, on va revenir sur cette notion. Stéphane, tu veux ajouter quelque chose ? Vous n'avez pas dit chèque en blanc Chèque en blanc, c'est vrai. Il y a un petit jeu là. J'oubliais camarade. Effectivement qu'il y a une petite règle, donc les auditeurs, là c'est le 4e ou 5e épisode, vont avoir l'habitude. Effectivement, on n'aime pas trop les anglicismes dans Ma Question Préférée. Donc, dès qu'il y a un anglicisme, il y a une petite musique qui se déclenche qui veut dire que l'auteur paiera 1 euro et à la fin du 12e épisode de la saison, on va comptabiliser tout ça et on fera gagner à un auditeur la possibilité de financer l'association de son choix. J'ai déjà perdu des points. Mais non, ce que j'ai dénoncé. Non, la dénonciation ne compte pas.
Mais apparemment, Aldric, qui s'occupe du son, a mis ses moufles aujourd'hui, donc c'est bien. T'es un petit peu à l'abri. Ouais. Donc oui, revenons sur les SPAC. Le point de vue sur les SPAC, c'est un outil qui existe depuis assez longtemps, en fait, depuis les années 90. Donc ça a été plus discret. Alors ça a accéléré l'année dernière avec des grands dossiers aux États-Unis. Alors en France, il y a eu Media One, qui était un grand succès. Sûr. Mais il y a aussi aux États-Unis DraftKings, Virgin Galactic ou Nikola, qui a été introduit en bourse. Ça fait beaucoup de bruit. Et puis il y a une énorme accélération des SPAC cette année, puisqu'il y a 100 milliards de dollars à peu près qui ont été levés depuis le début de l'année, 2 milliards en Europe, donc il y a un déséquilibre entre les US et l'Europe. C'est devenu très grand public parce que c'est des opérations spectaculaires. Il y a même la SEC aux États-Unis, c'est un peu agacé du fait qu'il y ait des célébrités qui sont... on peut dire sponsor, on a le droit de dire sponsor, en tout cas qui parrainent, les SPACs. Donc il y a Shaquille O'Neal par exemple, Serena Williams. Donc la SEC a commencé à dire, c'est pas parce qu'il y a une célébrité que vous allez forcément gagner de l'argent. Ceci étant dit, il y a du bon et du mauvais. Il y a une grosse spéculation, comme on a un petit peu partout. Si tout à l'heure on parle des cryptos, on va voir qu'il y a de la spéculation. Mais moi, j'adhère totalement. Je vois un rectus du côté de Charlie sur les cryptos. On va revenir. Mais ce qui est sûr, c'est que avant tout, il faut penser que c'est un outil. Et donc, ce n'est pas une solution pour gagner à tous les coups. C'est un outil qui est pratique des deux côtés. C'est aussi pratique pour l'investisseur, pour rentrer sur du non-coté en passant par la sécurité du côté. Il y a un problème qui est un accélérateur, c'est qu'il y a un temps limité pour trouver une cible. Ouais, 18, ce qui fait qu'en fait, il y a des dingues de banques d'investissement qui appellent tout le non-coté actuellement pour dire on a une solution, on va vous introduire en bourse. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Et puis après, il y a des super dossiers qui viennent en SPAC. Virgin Galactic, chacun a son point de vue. Mais là, par exemple, la semaine dernière, il y a une société qui s'appelle Sophie qui est rentrée en bourse. Moi, j'ai eu l'occasion de voir lors d'une conférence aux États-Unis Anthony Noto, qui était à l'époque qui était CEO de Twitter, qui était le type sérieux à côté de Dorsey qui répondait aux questions des investisseurs pendant que l'autre était très perché. Et la boîte est super, c'est une boîte très Gen Z, pour le financement des jeunes, notamment des étudiants, ça a commencé comme ça. Voilà un super beau dossier qui a été introduit beaucoup plus rapidement que prévu. Et pour moi, c'est une opportunité d'investissement qu'on n'aurait peut-être pas eu ou qu'on aurait mis sans doute beaucoup plus de temps sur une introduction classique avec toutes les contraintes réglementaires. Oui, et je vais me faire l'avocat du diable, du coup, sur les SPAC. Est-ce qu'au final, ça ne rend pas plus service au sponsor qu'à l'investisseur? Pourquoi? Parce que je vois le private equity de manière globale qui explose depuis quelques années. Je vais prendre la casquette du complotiste, si je puis dire. Je pense qu'il y a une notion de storytelling qui est que dans le côté aujourd'hui, avec la transparence de l'information, quand on veut broker, comme on dit en mauvais français, vendre soit des fonds, soit des actions, la transparence d'information empêche ce storytelling. Et j'ai l'impression que dans le private equity, les bonnes histoires, les belles histoires, c'est ce qui fait vendre. Et est-ce que c'est pas une réponse un petit peu de Wall Street à ce monde du private equity pour se dire, là, c'est totale régalade. On peut, juste parce qu'on a un influenceur, et on voit en France les Niel, les Pigas, les Capton et autres, est-ce que on peut attirer des gens derrière nous juste sur une image, juste sur du storytelling, quitte à même pas savoir sur quoi on investit? Non, parce qu'on fait quand même confiance à un sponsor. Tu mentionnes Xavier Niel. Excusez-moi, Xavier Niel, je pense que oui, il a quand même fait ses preuves depuis quelques années, notamment quand on voit toutes les boîtes dans lesquelles il a investi en France. C'est un parcours incroyable, quoi qu'on pense de Xavier Niel. Donc non, je suis pas trop d'accord. C'est sûr que ça fait un peu de mal, puisque faut que toutes ces boîtes elles soient transparentes une fois qu'elles effectivement elles deviennent des SPAC. Là, il faut tout donner. C'est vrai que quand on est dans le milieu de la start-up, dans le private equity, et même les investisseurs parfois ne jouent pas trop le rôle de transparence. Moi, en tant que journaliste, c'est très difficile d'avoir des informations, mais rien que même des fois des nombres de clients, on les a pas. Je ne parle même pas chiffre d'affaires, bénéfices, etc. Donc non, moi je trouve que c'est bien parce que ça apporte plus de transparence et c'est beaucoup plus accessible pour plein de boîtes. Côté investisseur privé, dans la SPAC, il y a plusieurs
phases pour entrer dans une SPAC. Il y a à l'introduction, il y a au moment où on va chercher la fameuse cible. Voilà, il y a après, au niveau, une fois qu'on a trouvé la cible, je crois que la moyenne au niveau dans la phase d'introduction, je crois que la moyenne c'est plus de 6%, la rentabilité. On parle de rendement, du coup, c'est peut-être le moment de faire le hiatus classique, mais fondamental sur les performances. Donc, premièrement, je tiens à le préciser, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier individualisé. Pourquoi ? Parce que pour répondre à votre problématique, on a besoin en tant que conseiller financier de faire signer une lettre de mission, un document d'entrée en relation, et également procéder à un audit patrimonial. Et en termes de performance, bien évidemment, quand je parle de 6%, c'est des performances passées. Et comme vous le savez, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Dernière chose, sur la volatilité, le risque, ne l'oubliez jamais, c'est fondamental. Il n'y a pas de performance élevée sans risque élevé. Et là, sur les SPAC, on est clairement sur du risque élevé. Ceci étant dit, donc oui, effectivement, on parlait des belles réussites en termes de SPAC aux US. Est-ce que la France comment dire, l'épargnant français a cette culture moi, pour travailler avec des particuliers toute la journée, est-ce qu'on peut voir un peu une défaillance en termes de connaissances financières et de culture ? Est-ce qu'on n'est pas sur des projets trop avant-gardistes pour voir une flambée de l'épargne des particuliers se déverser sur ce genre de produit ? Je sais pas. Moi, je pense que de toute manière, il y a une culture... il y a un déficit de culture financière en France par rapport aux États-Unis. Et même aux États-Unis, ils disent que la culture financière est insuffisante pour beaucoup des produits qui sont proposés. Donc c'est vrai que il y a un paradoxe français, c'est que c'est le pays du livret A, donc il faut commencer par dire ça, du livret A et du plan d'épargne logement. Enfin, il n'existe plus trop, mais c'est quand même le principe de dire tout ce qui est garanti est bien et tout le reste est moche, la prise de risque et c'est pour ça qu'il faut faire des avertissements et qu'il y en a aussi. Mais voilà, les SPAC, c'est un peu une autre dimension, c'est un peu de la science-fiction et pourtant ça existe. Mais encore une fois, je pense qu'il y a un des excès, c'est-à-dire le rejet massif. Là, récemment, dans l'Assemblée générale de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, a dit que les SPAC, le monde serait beaucoup mieux sans SPAC et que les gens de Wall Street, je peux dire des grossièretés. Bien sûr, avec plaisir. Les gens de Wall Street, on a le droit de dire Wall Street. Wall Street continuerait à vendre de la merde tant qu'il y aura de la merde à vendre. Donc c'est ce qu'il a dit. En même temps, il est un peu en concurrence parce que lui, il fait beaucoup de private equity. Donc s'il y a des fous furieux de Wall Street qui arrivent et qui commencent à faire des propositions plus alléchantes parce que justement, ils ont 24 mois pour introduire en bourse, ça fait une compétition. Bon, ça, c'est un excès mais il y a cette facilité, cette simplicité. Cette capacité aussi en storytelling à raconter, nous on va sur les médias, donc on voit le type de cible qu'on veut avoir et ça permettra d'avoir un produit relativement pur. Oui, ça a son intérêt, donc moi je pense que c'est entre les deux. Après, ce qui est important, c'est qu'il y ait la transparence et que les gens sachent au moment où on va leur proposer l'opération où ils vont. Sur le thème du private equity, moi je trouve ça hyper intéressant, ce sujet du private equity, parce que moi je travaille dans le côté. Donc actuellement, je vois les défilés de gens qui disent « Venez dans le private equity parce que vous gagnerez à tous les coups, c'est formidable ». Ça m'amuse beaucoup, ça fait penser à 10 ans les gens du FCPI qui disaient « Venez dans le FCPI, c'est formidable, vous aurez un avantage fiscal 25%, etc. » Et puis à la fin, il y a des prorogations. Il y avait une perte en capital. Et puis à la fin, on récupère 10% de ce qu'on a mis au début. Et j'ai eu l'occasion, il y a quelques années de ça, de faire une formation à Harvard en Private Equity Venture Capital, et où les gars expliquaient qu'en fait, il n'y avait que 5% de l'ensemble du monde du private equity qui avait de la performance, qui faisait l'ensemble de la performance de toute la population private equity. Et donc on vous vend le storytelling, comme il n'y a pas de VL quotidienne, contrairement à notre métier, on vous dit c'est formidable, vous êtes sur des belles histoires, c'est génial, on fait un peu de name dropping, etc. On fait venir des stars, tout ça, il y a vraiment ce côté très marketing. Et puis à la fin, à l'échéance, on se rend compte peut-être qu'on n'était pas sur le bon support, mais comme la VL est faite un peu, je vais pas contester toutes les VL, bien sûr, il y a des commissaires aux comptes qui font très bien le travail, etc.
mais c'est pas le même sujet. Donc il y a un sujet d'avertissement, de transparence qui est important pour les particuliers. C'est pas pour ça qu'il faut pas y aller. Moi, je pense que la France, quand elle part dans l'univers des startups, quand elle crée des licornes, moi, quand je vais dans des conférences aux États-Unis et que je vois plein de startups françaises, je suis hyper content. Il y en a qui critiquent, qui disent est-ce que l'argent public doit servir à aider des gens? La French Tech, c'est top, quoi, d'emmener des gens, de les montrer. Il y a 2 ans au CES, le 2e pavillon, c'était la France. Bon, il y avait des trucs un peu contestables, mais c'était super positif. Et donc, je pense que c'est ça vers quoi on doit aller, c'est dire prenons plus de risques, mais à condition effectivement qu'on ait l'avertissement que tu viens de faire tout à l'heure, qui est très important, et qu'on sache où on met les pieds. Vas-y. Non, mais je vais dire, même, de toute façon, les investisseurs peuvent se retirer s'ils ne sont pas d'accord avec l'acquisition sur le SPAC, oui, sur le SPAC. Parce qu'on a parlé un peu de private equity. Ils peuvent décider après, non, je ne suis pas d'accord pour cet investissement. Donc, il y a quand même moins de risques quand même pour Bien sûr. Non, mais effectivement, quand on parle de chèque en blanc, est-ce que ce n'est pas une caricature? Parce qu'on connaît quand même le secteur d'activité du futur investissement, les tailles de boîtes sur lesquelles on va se positionner. Voilà, donc on peut se demander si effectivement il y a quand même les ratios de rentabilité, c'est pas... Et comme tu disais, il y a quand même des gros noms. Après, est-ce que ça serait uniquement des gens de la compétence de Xavier Niel ou de Mathieu Pigasse? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont planté des sociétés de gestion qui vont se dire mais ça va être l'occasion? Et moi, pourquoi ça me paraît... Pourquoi je suis un peu dubitatif sur le SPAC, c'est que... Ou la SPAC d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit, mais c'est que c'est antinomique avec la notion de transparence. Pourquoi? Parce que bien évidemment, ça a été créé pour éviter la transparence et le problème réglementaire du côté. Et qu'on a créé un petit peu un flou pour éviter ces problèmes réglementaires. Donc, j'imagine pas ces sponsors-là jouer la totale transparence. Après, c'est peut-être un procès d'intention, mais voilà, c'est pour ça qu'on est... Et je trouve ça bizarre en tant que CIF, qui est moi-même régulièrement sollicité sur la transparence, le moindre euro perçu, vous devez le déclarer. Moi, ce que je vois, c'est... J'ai plus le chiffre en tête des commissions de JP Morgan. Ou, voilà, je pense que c'est un peu comme dans la ruée vers l'or, cette histoire. C'est les gens qui sont enrichis sont les vendeurs de pelles. Et je pense que ceux qui risquent de vraiment s'enrichir, c'est les sponsors et les banques d'AF qui poussent parce que ils ont une perte d'activité, qu'aujourd'hui, c'est quand même Noël, quoi. De toute façon, on aura la réponse d'ici à peu près 12 mois, puisque voilà, on a eu un gros mouvement qui a commencé il y a 12 mois. Donc c'est à peu près ça. Malheureusement, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne va pas pouvoir dire ce que ça va donner cette année. C'est compliqué. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a un SPAC ou une SPAC que vous conseillerez aux auditeurs de vraiment regarder, qui vous paraît vraiment intéressant, que ça soit, on l'a compris, US ou France? De toute façon, en France, il n'y en a pas 50. Je crois qu'il y a Tikeo. Il y en a... Tikeo, qui, avec Financière Lagarde, qui monte un SPAC. Je ne suis pas sûr, j'ai peur de dire des bêtises, mais Accor. Et peut-être sur un SPAC aussi. Il y a plusieurs opérations. Il y en a plusieurs, mais... On est pas mal sollicité, mais après, il y a à quel moment on se positionne, en fait. On reste sur des solutions, en fait, qui ne sont pas d'appel public à l'épargne, donc c'est particulier comme opération. Donc, il y a une certaine discrétion. C'est très difficile de recommander sur ces sujets-là. Après, une fois que la société surtout est en bourse... qu'on vient de dire qu'on ne faisait pas de recommandations. Ah ouais, de dire, mais c'est simplement allez voir un tel accord, c'est des gens sérieux, donc dans le domaine, c'est super. Ouais. En revanche, après, une fois que l'entreprise est cotée, je parlais de Sophie tout à l'heure, qui est un super dossier pour moi. Après, il y a des sujets de valorisation. Voilà, c'est pas parce que c'est passé par un SPAC pour être introduit en bourse qu'il y a un problème, quoi. Bien sûr. Moi, je regarderais, je dis toujours aux gens de regarder un peu là, ce qui va se faire à la bourse d'Amsterdam, parce que c'est là en Europe où il y a quand même le plus de SPAC. C'est Amsterdam, un peu Milan. Et puis Paris en dernier, on va dire. Ouais, pour des raisons politiques, on voit que... Pour les réglementations fiscales, etc., qui sont intéressantes, c'est pas parce que c'est plus intéressant de lancer une SPAC que, en tant que telle, c'est pour des raisons
juridique et tout. Mais non, il y a une SPAC qui alors c'est des rumeurs, mais enfin bon, ça sent bon quand même là-dessus. C'est Ian Osborne, qui est le patron d'un fonds britannique qui investit dans la tech, qui s'appelle Edo Sophia, qui est très très discret, qui a investi notamment dans N26, qui a investi un peu dans Ant Group et aussi dans quelques fintech en France, donc Ponto, Alma, dans le paiement plusieurs fois. Et il est en train de monter un SPAC à Amsterdam. Donc on imagine qu'il va, c'est sûr que ce sera une boîte dans la tech, peut-être dans la fintech, fort possible. Et il a déjà, c'est lui d'ailleurs qui est à l'origine du SPAC Virgin Galactic dont on parlait tout à l'heure. C'était un SPAC Edo Sophia Social Capital. Social Capital qui a déjà fait aussi plusieurs SPAC. Son patron, dont le nom est difficilement prononçable, est très très connu dans le milieu. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous réserver, parce que ça risque d'être quand même assez lourd vu... alors, j'ai pas le mot en français, c'est embêtant, le passé professionnel de Ian Osborne. Voilà. D'accord, tu veux dire son background en bon français. Voilà, merci. Ça c'est pour la future association de l'auditeur. Le pédigré, on peut dire son pédigré. C'est bien un pédigré, c'est français. Ah, oui, ok. Et donc, on est d'accord que le sponsor peut se retirer une fois et laisser le SPAC vivre sa vie. Les investisseurs. Oui, mais le sponsor, est-ce que le board, parce qu'on a parlé un peu de ce thème, il faudrait peut-être faire un épisode sur ça. Maintenant, on a même des influenceurs sur les réseaux sociaux, sur la finance. On va parler crypto, de gens qui sortent de je ne sais où et qui arrivent à driver beaucoup de monde derrière eux. Et non, toujours pas driver. Donc oui, donc ces influenceurs-là, est-ce qu'il peut avoir un changement de board, de se dire, puisque l'idée c'est de dire grosso modo, je fais confiance à Xavier Niel et objectivement, je pense qu'il faut peut-être mieux donner ses sous et je vais me tirer une balle que AMP Gestion Privée. Il a prouvé plus que moi dans le milieu des affaires, mais je suis beaucoup plus jeune. C'est qu'un début, hein. Je suis beaucoup plus jeune, c'est pour ça. Donc est-ce qu'ils peuvent se retirer ou pas du tout? Est-ce qu'ils sont collés? C'est eux qui ont vraiment les décisions sur les futurs investissements, parce que c'est bien beau. C'est soit je rentre, d'après ce que j'ai cru comprendre, soit je veux prendre la hausse de l'introduction en bourse et je pars derrière, soit effectivement je dis que mais moi je suis un fan de Xavier Niel ou Mathieu Pigasse ou autre, hein, je continue et je le laisse driver parce que je pense qu'il sera plus intelligent que moi. Est-ce que ces personnes-là peuvent quitter le SPAC? Le sponsor, j'ai pas encore vu de cas, en tout cas récemment, de sponsor. Pareil, comme c'est très jeune, donc j'avoue que ça ne me dit rien qu'il puisse partir. Après, peut-être. Alors là, j'ai un gros point d'interrogation. J'ai mal fait mes devoirs. Non. J'ai pas d'exemple en tête. C'est un cas extrême qui n'est pas pour l'instant sorti. Mais justement, ça m'amène à parler un petit peu de la newsletter qu'on est en train de mettre en place. On va adosser le podcast à une newsletter pour justement mettre du détail, du chiffre, pour les gens qui souhaitent avoir un peu plus de données sur les épisodes. Pour finir sur les SPAC, effectivement, pour dire ça aux auditeurs, et là aussi ça va me coûter 1 €, mais on est sur ce qu'on appelle du build-up, c'est-à-dire que souvent c'est très utile pour aller acheter des boîtes qui sont dans l'écosystème et pouvoir créer des synergies entre sociétés, c'est bien ça? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris, pardon. Non, c'est-à-dire que, grosso modo, le SPAC... Exactement. L'idée, c'est comme Media One, exactement, regrouper un écosystème qui va faire... On va faire AB Production, etc. Voilà, je ne sais pas, Airbus qui va racheter Explicit pour avoir des sièges... Moi j'aimerais juste rappeler que c'est un outil, quoi. C'est un système qui permet de passer du privé au public de façon plus facile. Et après, on peut tout faire. Ça, effectivement, si l'objectif, c'est d'avoir une cible
et de l'introduire en bourse. Donc effectivement, il y a des données de base et on va plutôt cibler cette taille-là, ce type de rentabilité et évidemment ce secteur d'activité. On fait ça. Si par contre on peut se dire, je vais cibler plusieurs dossiers pour amener finalement en côté un groupe cohérent dans le domaine des médias pour Media One ou ça peut être dans tout autre secteur. Donc je crois que ce qui est important à retenir des SPAC sans essayer de chercher la vilaine petite bête, c'est que je pense que c'est un outil vraiment à disposition à la fois des investisseurs, à la fois aussi des émetteurs qui, eux, ont cette opportunité facile d'entrer en bourse. Et à partir de là, ce qui fait un petit peu peur, c'est cette espèce d'engouement, de cette furie de passer à 100 milliards tout d'un coup, quasiment de 0 à 100 en quelques mois, et avec des succès ou des non-succès, des trucs qui valent pas grand-chose non, parce que les cibles intéressantes, il va falloir les trouver quand il y a un tel volume. C'est un peu le sujet. Aujourd'hui, il y a énormément de liquidités, mais la liquidité, elle est là jusqu'au prochain crack, quoi. Donc c'est peut-être ça qui est intéressant à se dire. Est-ce que une des façons de vendre, c'est de dire dépêchez-vous, il n'y aura pas trop d'autres cibles, etc. Donc c'est super, donc les gens se précipitent, mais à n'importe quel prix, très souvent, et après il y a des convenus. Et puis c'est pareil pour un émetteur, si vous n'êtes pas prêt à aller en bourse, c'est pas la peine d'y aller, parce qu'après la contrainte, elle est là. Donc il n'y a pas la contrainte pré-IPO avec toutes ces espèces de mécaniques. D'ailleurs, on pourrait peut-être dire qu'il y a eu un challenger des SPAC, c'est d'être listé directement, introduit en bourse directement. Mais voilà, donc retenons, je crois que c'est avant tout un outil. Et pour les investisseurs, il faut savoir raison garder. Voilà. Le sujet de base, c'est on arrive, on vous raconte, on vous met des stars, on vous donne plein de noms de banques d'affaires prestigieux dont on a peut-être entendu parler ou lu un article dans les Échos. Et à la fin, faut faire attention à la nature du business, à la réputation des gens qui montent le truc, au pédigré des gens qui viennent présenter effectivement de l'équipe. Voilà, mais raison gardée. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui s'envolent et d'ailleurs qui retombent très vite que mais ça c'est ton métier, Johan, c'est de conseiller pour le mieux, mais à nous aussi, autres professionnels, de faire attention en disant que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et c'est, encore une fois, c'est un outil et pas forcément une espèce de tremplin vers la fortune à tous les coups sur toute opération. Bien sûr. Et sur ces classes d'actifs-là, je vais faire un amalgame un peu grossier, mais que ce soit les startups en early stage ou même la crypto, moi je vois de plus en plus des jeunes prospects ou des jeunes clients qui souhaitent avoir un côté un peu rêve dans leur investissement. C'est dire, moi aujourd'hui je dis on va faire je sais pas, un contrat d'assurance vie dans lequel on va mettre un peu d'actions, un peu d'immobilier et un peu de fonds euros pour maîtriser la volatilité. Ça les enchante pas. Ce qu'ils veulent, c'est faire du x4, du x5, et pour avoir quelque chose qui va vraiment dynamiser. On a un rapport, on en discutait hors épisode, on a un rapport au risque qui, sur les nouvelles générations, et dans le premier épisode, on a suffisamment parlé des millénials et des Gen Z, pour voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un rapport au risque et que moi, en tant que CGP, je vois des gens, c'est des produits de plus en plus techniques, parce que là, on marche un petit peu sur des œufs. Quand on parle sur des SPAC, il y a très peu vraiment de connaisseurs et des gens établis sur ce sujet. Donc voilà, pour les auditeurs, faites-vous votre propre opinion. On peut en discuter avec grand plaisir. Il y a une règle importante, c'est quand votre coiffeur commence à vous en parler, c'est le moment de plus en acheter. C'est pas mal. Exactement. Voilà. Est-ce qu'on peut... Rien contre les coiffeurs. Non, mais est-ce qu'on peut mettre ma question préférée, ou votre taxi, ce niveau-là ou pas, je sais pas. Ok, est-ce qu'on passe au FinTech aujourd'hui? L'idée, Charlie, donc toi, c'est vraiment ton domaine de prédilection. Aujourd'hui, on connaît les ledgers, les contos, voilà, toutes ces belles success stories françaises. Aujourd'hui, est-ce que tu vois des fintech qui vont vraiment révolutionner la finance de demain? Oui, il y en a beaucoup. Est-ce que tu as des petits chouchous? Il y en a beaucoup, parce que j'en ai recensé à peu près plus de 600 en France, donc, et j'en connais énormément parmi ces 600. C'est difficile de savoir. Je veux pas que tu te fâches avec certains. Oh non, c'est pas très grave, au pire. Mais non,
c'est difficile. Oui, j'ai forcément, il y a des boîtes où voilà, j'ai plus de certitude, mais aussi c'est parce qu'elles sont dans un stade plus avancé, forcément. Aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure un peu d'Alma, qui fait du paiement en plusieurs fois, paiement différé, et là qui a réussi d'ailleurs à avoir des agréments qui vont lui permettre de faire du paiement, enfin même c'est du crédit en 10, 12, 24 mois, et qui est super parce qu'il vient fournir du paiement plusieurs fois aux petits et moyens marchands. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était que les grandes enseignes qui pouvaient avoir ce genre de produit. Et il est arrivé sur le marché avec une solution évidemment super simple, puisque le patron, c'est un ancien de Stripe. Donc, quand on connaît un petit peu Stripe, voilà. Et donc, super expérience utilisateur. Et il délivre très vite. C'est quelqu'un un peu de très intelligent sur plein de choses. Et sa boîte vraiment cartonne depuis, elle a un peu plus de 2 ans. Enfin, c'est énorme le chemin qu'il a parcouru. Et moi, je crois beaucoup à ce modèle, même si... et puis, en plus, c'est bien parce qu'il est parti sur les petits marchands, mais petit à petit, quand même, maintenant, le modèle est bien rodé. Il commence à attaquer des grandes enseignes et à grignoter des parts de marché aux acteurs traditionnels que sont Banque Casino, aujourd'hui, qui s'appelle Floa, CTLM, tous ces gens-là. Donc c'est hyper intéressant. Là, je crois beaucoup à cette boîte personnellement. Et après, peut-être à des boîtes dont on parle un petit peu moins, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des boîtes en général, mais surtout des fintechs, parce que c'est elles qui lèvent énormément d'argent en ce moment. Et il y en a qui lèvent beaucoup moins, mais qui sont très, 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 très doués. Et je pense notamment à Algoan, qui n'est pas très très connue effectivement parce qu'elle ne lève pas des millions, mais ils font, alors c'est vraiment de la niche, mais ils font du scoring de crédit pour plein d'établissements financiers traditionnels. Et ils sont débrouillés, c'est des ingénieurs qui ont monté ça, donc ils ont une techno hyper solide. Et la boîte tourne énormément, mais c'est vrai qu'ils n'en parlent pas trop, mais par contre ils délivrent et j'invite tout le monde à regarder un petit peu ce qu'ils font. Ce qu'ils font. Stéphane, est-ce qu'on peut... Je connais rien. Non, mais simplement plus sur la tech et les valeurs que toi, tu dois suivre en tant que gérant. En côté, il y a le pendant, puisqu'il y a 2 pièces. Buy now, pay later, c'est le concept qui vient d'être cité. Le paiement fractionné en bon français. C'est ça, paiement fractionné, voilà. Parce que nous, on a eu Affirm, on est sorti. Il y en a Afterpay, qui sont dans le côté. On a PayPal, qui est super, quoi. PayPal est propriétaire de Venmo pour la cagnotte. Litchi aussi, ici, ou Lydia. Donc, nous, dans le côté, on a plutôt des sociétés américaines qui cartonnent, parce que le digital est en train de tout prendre. Et il y a effectivement des solutions comme pour acheter son vélo Peloton, on va utiliser Affirm pour faire une avance de crédit. Et donc la fintech, d'un point de vue boursier, a très, 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 très bien marché. Peut-être un peu trop, les valos sont assez élevés. Je pense que ce n'est pas terminé. Je pense qu'il y a les gros acteurs aussi. Nous, typiquement, on a commencé avec les MVP. On appelle ça MVP, c'est Mastercard, Visa et PayPal. On a Square aussi, qui est une boîte absolument fantastique. Ça peut faire un bridge sur la crypto. Ils acceptent de la crypto, PayPal aussi, mais Square, qui est l'autre société de Jack Dorsey. Dorsey, il est intéressant parce qu'il a Twitter et Square. Il est patron de 2 boîtes fantastiques. Et donc, on a Square. Ouais. Alors, Square, moi, je l'avais découvert aux États-Unis parce que c'est une histoire. T'aimes bien les histoires comme ça? Exactement. J'étais à South by Southwest. C'est pour ça que j'adore les déjeuners chez Timis Gestion, parce qu'il y a plein d'histoires. Donc, je suis allé, c'était il y a 7 ans, c'est là que j'ai découvert le mot millennial d'ailleurs, à South by Southwest, qui est j'invite tout le monde à y aller. Vous y êtes allé peut-être? Non, oui, à Austin. L'année prochaine. Là pour l'instant c'est fermé. Non, il faut y aller, c'est super. Donc il y a des 40 000 personnes qui viennent pour parler d'innovation. Bon, il y a du rock aussi, etc. Et je suis allé à une conférence à l'université d'Austin juste avant d'ailleurs, South by, où c'était le... UT oui, exactement, UT. Parce que j'ai fait une partie de mes études à Austin. Donc, voilà, donc c'était à UT dans le grand... c'est sublime. Bon. Et puis, et là, il y avait Rod Canyon, qui était le fondateur de Compaq, qui fait un vieux monsieur formidable, avec beaucoup de simplicité. Il est quand même d'un garage, d'un garage à Houston, réussi à devenir leader mondial du PC, alors qui était en concurrence avec IBM. Et à la fin, je voulais acheter son bouquin, et je lui dis, je suis désolé, mais comment on va faire pour la monnaie? Et il sort cette petite carte, il met sur son... Alors ça s'est généralisé, donc c'est moins sexy maintenant, mais il sort sa petite carte, il met sur son iPhone, il passe la carte et il dit en plus ça fait la comptabilité.
Je trouve le truc génial. Et donc après, on a étudié, on a entré sur le titre et on a fait un malheur, ça cartonne. Et c'était une manière, au travers en français, on va dire des petits commerçants, hein, pour reprendre ça, cette expression-là, des petits commerçants, mais aussi tout ce qui est vente lors de foires, etc. C'était une manière de démarrer. Et ensuite, c'est devenu des terminaux de points de vente, mais avec la comptabilité et maintenant la paye. Donc, il est rentré par ce petit carré, d'où le mot Square, dans ce monde du paiement et maintenant de la comptabilité, et toujours avec cette dimension logicielle et digitale qui est fantastique. Et voilà, ça c'est un de nos plus gros succès dans le fonds Atimis Millennial. J'ai le droit de faire de la pub, non, enfin, qu'on gère, qui s'appelle Atimis Millennial. Et donc en FinTech, on est pas mal FinTech. Voilà. Après, moi j'aime beaucoup ce que fait Morgan, globalement, notamment sur la partie blockchain, etc., tout l'investissement qu'ils font. Il y a du côté marketing vis-à-vis des millennials avec la carte Chase, hein, qui a plein d'avantages, qui leur a coûté beaucoup d'argent au début, qui a fait un malheur. Il y a 2 ans, ils ouvraient plus de la moitié des comptes auprès de millennials. Mais sur la partie technologie pure, ils ont des apps qui courent après Robinhood, hein, l'application Robinhood. Ils ont fait un gros investissement blockchain et ils permettent des paiements d'ailleurs pour les institutions pour l'instant. Ils sont prêts. Moi, j'aime bien cette démarche chez une grande banque. Il y a un truc que je fais tous les ans. Je lis des trucs tous les ans, et notamment la lettre de Jamie Dimon, qui est le patron de JP Morgan, est super intéressante parce qu'il raconte le monde tel qu'il le voit lui et pas tel qu'il a envie de nous le vendre. Et il y a 5 ans, c'est devenu fameux d'ailleurs. Il disait Silicon Valley is after us. Ça, c'est de l'anglais, hein, citation d'anglais. Donc la Silicon Valley nous court après. Et en fait, il était là sur toutes ces entreprises il y avait Lending Club, avait été introduit en bourse, donc pour les crédits, et on voyait tout le monde du paiement était en train de prendre des parts de marché. Et donc voilà. Donc moi, ça m'intéresse de voir aussi dans les banques, les grandes banques européennes, j'ai du mal à trouver. Dans les paiements, il y a Adyen, qui est une super boîte aux Pays-Bas, d'ailleurs, qui prend des parts de marché à PayPal, qui a piqué le business d'eBay. Concurrent de Stripe. Voilà, donc c'est des super boîtes, quoi. Donc nous, dans le côté, on a investi et puis on regarde un peu. Parfois, c'est très cher, donc on vend, mais on tourne autour du truc beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est surtout dans le paiement, quoi, ces derniers temps. Aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a eu les PayFit, voilà, beaucoup de boîtes. Un serpent de mer dans notre profession de conseiller en gestion de patrimoine, qui sont les robots advisors. Est-ce que c'est la fin de notre métier? Est-ce qu'il faut que je me forme sur un autre métier? Ou qu'est-ce que vous en pensez, toi, en tant que journaliste? Est-ce que tu vois des robots advisors aujourd'hui pour la gestion d'actifs, du conseil financier, qui tiennent la route, ou on est encore loin d'une efficacité? Déjà, ils veulent plus qu'on les appelle robots advisors. Pardon. Ils s'appellent comment? Non, mais c'est eux, ça me fait rire. C'est parce qu'un coup, il faut les appeler comme ci, un coup, il faut les appeler comme ça. Non, c'est une petite boutade mais, que je leur lance, mais je ne sais plus d'ailleurs comment ils se définissent aujourd'hui. Mais conseiller 2.0 ou... Ouais, je ne sais plus d'ailleurs, faudrait que je revoie. Mais oui, il y en a quelques. Franchement, ça a pas, je trouve que ça n'a pas pris en France. Moi qui suis la FinTech depuis bientôt 5 ans, je les connaissais déjà. Donc on connaissait WeSave, YouMoney, Nalo, en gros. Il y en a Nalo, d'autres. c'est tout récent? Oui, c'est un peu plus récent. Bon, pas si récent que ça au final, mais oui. Bon, c'est toujours pareil. Ça dépend quand on commence à communiquer, en fait. Bien sûr. Après, moi, je connais pas trop les modèles. Je suis pour les auditeurs et parler un peu plus de mon métier. La meilleure comparaison, c'est la restauration. Je pense c'est que aujourd'hui, dans la restauration, on va trouver des grandes chaînes. Voilà, bon, ça, en gestion privée, on va les trouver. On va trouver des très très belles maisons. C'est les JP Morgan, les Pictet qui vont peut-être être des restaurateurs 3 étoiles. Voilà, on va trouver des mamas, je sais plus si tu peux m'aider, Charlie. Le Big Mama. Ouais, Big Mama et Bar Mama, qui pour moi est du marketing, qui vend de la mozza mal assaisonnée à 25 €, passons, et ça... Je pense que c'est un peu le digital en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Et les gens comme moi qui le revendiquent, être des artisans, des gens proches comme un restaurateur qui va essayer de combler ses clients. Et que pour parler de Nalo, encore, je connais très mal, mais je pense que mine de rien, ils font quand même leur beurre, entre guillemets, sur l'humain. C'est-à-dire que oui, il y a
voilà, on attire, on fait de l'acquisition client grâce au digital. Après, est-ce qu'on est vraiment digital dans le parcours? Et je pense qu'il y aura toujours besoin d'humain. Après, je cherche peut-être à me convaincre pour me dire que je ne suis pas encore tout à fait mort. Mais, non, il y a une partie qu'on automatise, effectivement. Quand vous faites le parcours, moi, j'en ai testé quelques-uns pour mon métier. Mais oui, c'est très bien fait pour répondre à des questionnaires, pour vous catégoriser, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a forcément quelqu'un qui va vous rappeler. Et même, c'est rassurant, hein, de toute façon, surtout si on met une certaine somme d'argent. Donc, voilà. Après, moi, je crois moins au modèle, parce que tout à l'heure, je disais que ça n'a pas trop marché jusque-là. Je crois moins au modèle B2C qu'au modèle B2B. Par contre, il y a eu quelques robots advisors qui vraiment justement s'adressent aux CGP pour leur fournir des outils. Là, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a quelques exemples, je pense à Funvisory par exemple, je trouve qu'il y a une vraie valeur ajoutée et en plus, c'est rentable, quoi. Ouais. Moi, j'étais au bord de Fudshop à une époque. Oui, il y a longtemps. Ma première reco que je lui avais donnée, c'était d'aller vers le B2B. Parce qu'en B2C, ça avait des limites. Et en fait, il y a eu une vogue, en fait, il y a 7-8 ans. C'était Wealthfront et Betterment aux États-Unis qui avaient obtenu leur part de marché. Pour répondre à ta question, est-ce que je vais mourir ? La réponse est oui, en fait. À la fin, on meurt. Mais professionnellement, non. Mais en fait, Wealthfront, Betterment ont pris de la part et il y a eu ce moment où le digital est en train de tout manger, le software, on a le droit de dire software, oui. Et on va manger le monde, hein, c'est la phrase Andreessen. Hein. Et donc, en fait, on a commencé à voir ces gens-là monter. En fait, ils ont vite stagné et les grands acteurs comme Fidelity ou Schwab ont eu l'idée assez géniale de dire, OK, à partir de $50 000, on va vous faire un robot, mais il y a quand même quelqu'un qui va vous appeler. Et là, ils ont pris tout le marché. Et on s'est rendu compte qu'en mettant des gens qui ont CPL, qui ont un diplôme, CFP, pardon, qui ont ce diplôme CFP, donc qui sont pas c'est pas un call center à l'autre bout de la planète avec quelqu'un qui essaie juste de vendre un produit, mais un vrai accompagnement humain. Et le robot à côté, et là ils ont tout, et ça a très très bien fonctionné. Et c'est là que je pense que la solution elle est vraiment intéressante. Je suis tout à fait d'accord sur ce sujet de B2B, c'est avoir des solutions hybrides ou accompagnées. Voilà une solution qui peut intéresser une partie de la population. Mais c'est vrai que le robot qui doit tout détruire, il y a 6-7 ans, il y avait 2-3 acteurs un peu arrogants là, qui nous traitaient, nous, les vieux barbus de ringards, et qui nous disaient qu'on était finis. Ces gens-là, ils sont plus dans le business, hein, ils ont disparu. Voilà, donc je pense que l'outil en tant que tel est intéressant pour accompagner une démarche. Et encore une fois, le sujet, c'est quand même... L'argent, c'est assez particulier. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un sujet, on a quand même besoin de quelqu'un qui a de la bouteille ou non, hein, d'ailleurs, qui peut être jeune, mais soit de bons conseils pour orienter, pour flécher, pour accompagner. Et je trouve que c'est assez souhaitable, en fait, qu'il y ait un double contrôle ou accompagnement par quelqu'un comme toi, Johan. Bien sûr, et d'avoir son CGP qui sortira de cet état de dépression dans lequel tu as été il y a 7 ans. Heureusement, j'ai pas de gaz à la maison. Mais non, et surtout qui plus est, en parlant de ma soirée d'hier soir, qui était la dernière journée pour faire sa déclaration d'impôt sur le revenu, vrai, je crois que certaines personnes ont été ravies d'avoir un conseiller physique qui réponde sur leurs problématiques fiscales et les mène paix sur les amortissements à 23 heures. Voilà. Ok, super. Un petit point crypto rapide. Charlie, est-ce que tu as envie de... ça, c'est le sujet du moment. Enfin, ça revient tous les 4 ans, en gros. C'est un cycle, de toute façon. D'un seul coup, ça se met à augmenter, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans l'histoire du Bitcoin, tous les 4 ans, en gros, l'offre est réduite de moitié, donc ce qui fait que ça fait augmenter le prix, etc. Donc ça remonte, et puis à chaque fois, tout le monde est content, tout le monde achète, et puis là, on l'a vu il y a quelques semaines, tout crache, et puis là, tous les nouveaux qui sont rentrés ne sont pas contents parce qu'ils pensaient que ça allait monter ad vitam aeternam. Donc là, on est dans une période, moi, que je trouve très bien, parce qu'au moins ça assainit un peu le marché. Voilà, ceux qui ont perdu, ils ont perdu, mais au moins il y a les vrais qui restent, ces questions-là depuis plus longtemps, ou ceux qui ont fait attention, et puis tous les vrais projets en fait, parce qu'il n'y a pas que ça. On parle des cryptos, du Bitcoin, Ethereum, mais il y a aussi plein de projets sur lesquels d'ailleurs ils sont basés sur ces technologies. Donc
Donc voilà, les cryptos, c'est pareil. Il faut toujours préciser que c'est quelque chose de très volatile. Voilà, dans 4 ans, on aura la même chose. Et effectivement, qu'il faut investir l'argent qu'on est prêt à perdre. C'est ce que je dis toujours. Mais en tout cas, là, par contre, on est arrivé à un stade, ce qui est très intéressant par rapport à la vague d'il y a 4 ans, c'est que là, il y a quand même beaucoup plus de particuliers qui sont rentrés forcément sur le marché comparé, voilà, quelque temps, et surtout il y a beaucoup plus d'institutionnels qui s'y intéressent. On a beaucoup d'annonces ces derniers temps de grands, alors c'est plutôt des Américains évidemment qui parlent, voilà, soit qui vont lancer, alors il y a des ETF qui doivent sortir aux États-Unis, il y en a déjà au Canada, donc on attend ça. Il y a beaucoup aussi qui vont sortir des offres de trading ou de conservation de crypto-monnaies des grandes banques pour des clients évidemment fortunés, et on a eu aussi Standard Chartered là qui l'a fait il y a quelques jours encore, qui veut aussi faire sa plateforme d'échange. Donc là, on est dans une nouvelle vague où ça commence voilà, à s'institutionnaliser. Et même beaucoup, d'ailleurs, de grands investisseurs passent maintenant sur Ethereum. Avant, c'était vraiment full Bitcoin. Et là, ils sont en train de se dire, ah ouais, il se passe des choses intéressantes parce que Ethereum est en pleine mise à jour. Pareil, je passe les détails, mais en gros, il va être, à la fin, il sera un peu moins énergivore. Donc, comparé au Bitcoin qui est pour l'instant très énergivore, même si voilà, la communauté réfléchit à beaucoup de solutions. Donc ça aussi, c'est une vague qui va être aussi très intéressante à regarder, parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin drive un peu toutes les autres cryptos. Il y a une grosse corrélation. Voilà, corrélation. Et là, je pense que ça va commencer un petit peu tout ça à se décorréler dans les mois à venir, puisqu'il y a énormément aussi d'autres projets qui montent en puissance et qui arrivent là. Voilà, on est à des stades où les gens bossaient beaucoup sur des sujets il y a 4 ans. Et là, voilà, il y a d'autres protocoles qui arrivent, donc ça va peut-être challenger pas mal d'acteurs. La vision de Vieux Sage sur... Vieux singe. Non, mais moi, quand on compare avec quand on compare avec les tulipes, quand ça tout s'est effondré, on a dû peut-être récupérer des fleurs, quoi. Il y avait un sous-jacent. Ça, c'est une réponse de vieux ringard. Non, après, en 2015... Je rigole car Charlie l'a tweeté. Je faut suivre Charlie sur Twitter qui disait qu'il en avait marre des gérants qui comparent avec les tulipes. Qui parlent avec les tulipes. Ouais. Non, moi, le problème, c'est qu'il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a un côté anard qui est pas mal quand même, qui est de dire... et puis un peu un côté ultra-libéral qui est de dire, OK, les États savent pas gérer, ils sont super endettés. Il va y avoir de l'inflation, donc c'est pas là qu'on va mettre de l'argent. Donc n'ayons pas confiance dans des devises gérées par des gens qui savent pas faire. Je trouve ça un peu sévère parce que ces gens-là, il y a des gens qui disent ça, et qui vivent de l'aide sociale et qui jouent sur le Bitcoin en disant je n'ai pas confiance dans l'État, alors qu'ils ils en profitent. Donc je trouve ça un peu irresponsable. Ceci étant dit, bon, c'est des choix. Après, la technologie en tant que telle, Bitcoin, sur tout ce qui est blockchain, je trouve ça hyper intéressant. Je pense qu'il y a un avenir énorme, ne serait-ce dans la tenue de registre en général. Avenir incroyable. Il y a des milliers d'applications. Enfin, personne n'a gratté le début du potentiel de tout ça. Après, il y a ce problème d'abus de marché permanent. Enfin, ça rentre dans la directive abus de marché. Musk, quand il accepte pour les payer des Tesla et puis qu'après il n'accepte plus, ouais, là il y a un sujet, et qu'en plus il a dit qu'entre-temps, nous on investit dans Tesla. Donc je veux dire qu'il y a des moments où on est un peu agacé, quoi. Il dit j'y mets ma trésorerie, du reste j'accepte en paiement, et après j'accepte plus parce que l'environnement c'est dégueulasse. Il y a un sujet, quoi. Il y a un vrai sujet sur ces errements. C'est vrai que dès qu'il y a une news, c'est très et on est dans des sujets d'abus de marché. C'est quand on dit une personnalité qui a autant de charisme et d'influence commence à dire oui, non. Bon, moi je crois que la solution est dans la régulation. Je suis désolé de le dire, mais c'est mon côté vieux ringard. Je pense qu'il faut une régulation. Je pense par exemple quand on attrape le pognon qui a été détourné lors d'une opération de hacking, le cours s'effondre. Donc il y a un vrai sujet. C'est quand même là que se passent des trucs moches. La plupart des gens à qui on a demandé de l'argent parce qu'ils ont été hackés, on leur a pas demandé de déposer une valise en espèces dans un coin. Maintenant, la solution, c'est non. Donc il faut de la régulation. Les Chinois le demandent. Bon, les Chinois, maintenant, ils sont dans un sujet de
de promouvoir leur propre crypto. Donc c'est sûr qu'il y a des intérêts derrière. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet d'environnement. J'étais très gêné quand Musk ou Cathy Wood du fonds ARK s'est mise à dire c'est formidable le Bitcoin, c'est bon pour la planète parce que ça va nous amener, avec des schémas de pensée. Non, 80% du Bitcoin est miné en Chine et l'essentiel provient du charbon. Donc il y a un vrai sujet. Ne disons pas qu'il n'y a pas de sujet. Ça leur représentait, je crois, la consommation des Pays-Bas. Si j'ai lu un truc là-dessus. Bon, c'est pas neutre. Donc il y a plein de sujets qui s'entremêlent. Moi, je crois que je fais attention à cette envie de gagner à tout prix. À tout prix. Et moi, je gagne beaucoup d'argent grâce au Bitcoin actuellement. Mais de façon indirecte, la pelle et la pioche, on l'a dit tout à l'heure. PayPal, Square, on a gagné beaucoup d'argent. Nous, on investit pour le petit carré, mais en fait, comme ils acceptent, on gagne de l'argent. On n'a pas fait Coinbase récemment. On gagne de l'argent parce qu'on a investi dans la thématique digitale, dans AMD ou Nvidia, qui servent évidemment à faire tourner les PC pour miner. Donc là, on a gagné beaucoup d'argent, mais c'est une dérivée seconde, entre guillemets. C'est la pelle et la pioche. Et je crois que la régulation, elle est impérative dans les sujets de monnaie. On ne pourra pas réguler le Bitcoin de toute façon. On pourra réguler les plateformes, les mineurs, mais on ne pourra pas réguler le Bitcoin puisque tout c'est décentralisé par nature, sauf si on coupe Internet. Mais l'écosystème doit avoir plus de lisibilité, entre guillemets. Parce que là, aujourd'hui, on peut pas... Il y a des moments, il y a des moments où on explique des décalages de cours. Quand la Chine interdit, on comprend qu'il se passe un truc. Mais il y a des moments où il y a des décalages et on est dans... il suffit de lire la directive abus de marché que nous, on nous impose. On fait même une formation tous les ans dans les sociétés de gestion de portefeuille. On rentre directement là-dedans. Alors avec des sujets des intervenants divers et variés. Voilà, il y a des acteurs qui sont maintenant en France. On a un cadre un cadre réglementaire des plus stricts au monde, puisqu'aujourd'hui il faut avoir le tampon de l'AMF ACPR pour pouvoir vendre des cryptos. Donc vous avez des acteurs. Aujourd'hui, il y en a une dizaine en France qui ont un enregistrement AMF, donc ils peuvent pas faire n'importe quoi. Après, c'est vraiment le cas de la France. Et est-ce que ce sera d'ailleurs bénéfique pour la concurrence? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, nous, on a vraiment un vrai cadre qui fait qu'il faut qui respectent des normes LCBFT comme tout le monde. Ok. Sur cette partie crypto, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise parce que, pour être grossier, en tant que conseiller CIF, j'ai un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que j'ai 37 ans, donc je suis déjà un vieux pour certains. Et je me dis, j'ai pas le droit d'être totalement un vieux con. Donc parfois je vois des gens, notamment des gérants qui sont totalement contre et je me demande est-ce que c'est des gens qui se disent on va me piquer mon business, donc est-ce qu'ils sont vraiment objectifs? Et d'un autre côté je me dis est-ce que la crypto est pas une nouvelle classe d'actifs qu'un conseiller en gestion de patrimoine doit être amené à travailler, donc avec des professionnels spécialisés, mais en tant que médecin généraliste du patrimoine, c'est au moins travailler sur cette nouvelle classe d'actifs, ou est-ce que ça va être simplement un effet de mode et que le problème, faut le dire franchement, c'est que nous, si on commence à amener des clients sur ça et qu'il y a des grosses pertes, le client oublie tout le temps les gains que le CGP lui a fait gagner. Et les pertes, ça par contre, il sait retrouver le numéro du CGP et l'argument de la valeur refuge n'est pas inintéressant pour toi. Ça, c'était censé remplacer l'or un peu pour revenir sur le... Moi, j'avais vu les frères Winklevoss en vrai, en live, dans une conférence à New York. Ils m'avaient un peu retourné le cerveau. J'étais totalement contre, en fait, mais c'était en 2015, mai 2015, à TechCrunch, New York. Okay. Ils étaient là les vrais fondateurs de Facebook. Ils sont beaux comme des dieux grecs. Tous les deux, ils sont brillants, beaux, ils sont tout pour eux. À chaque fois que je vois des gens comme ça, je vais intenter un procès à ma mère, d'ailleurs. Et ils étaient à fond, ils avaient mis tout ce qu'ils avaient pu récupérer de Facebook là-dessus. Ça valait $225. Et tous leurs arguments, c'est ce qu'on a donné tout à l'heure, et ils sont révélés, ils avaient raison sur tous ces arguments-là. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu as des clients, toi, qui te parlent de crypto ou... De plus en plus. Après, c'est un sujet, c'est que je vois des clients, il y a les prospects et les clients. Les clients, certains, dans les audits, quand je prends des nouvelles, ils me disent « j'ai mis tant en crypto ». J'ai même des clients qui sont des copains qui m'expliquent qu'ils vont payer leur résidence principale parce qu'ils vont faire un cash-out
en mettant leurs grosses primes sur des cryptos. Et moi je trouve que c'est... Et pour être un peu sur Twitter, c'est... Voilà, il y a J'ai une stat pas mal sur les Gen Z là-dessus. C'est que 10% des Gen Z auraient déjà traité de la crypto. Donc c'est beaucoup, 10%. Et parmi ces 10%, par contre, c'est 80% des garçons. Donc oui, c'est intéressant. Donc il y a une demande, la nouveauté, la nouvelle clientèle, elle va demander. Et je pense que sur la crypto aussi, moi je vois un autre effet qui est celui du trading. Ce qui a encore une grosse différence de se dire, comme une allocation d'actifs, de fonds actions, d'OPCVM classique, si je puis dire. Je vois le temps long, voilà, je regarde à 10 ans, je ne fais pas forcément des arbitrages pour arbitrer n'importe comment. Là, c'est pareil, donc le holding, ou voilà, garder sa crypto, c'est important. Les personnes qui me font très peur, c'est ceux qui font du day trading et qui, en plus, prennent du levier. C'est pas possible. Et effectivement, et ça, moi, Mais les intermédiaires, c'est une façon aussi de gagner. Coinbase ou Square, c'est des bonnes manières aussi de gagner à tous les coups. Mais je vous l'appelle à la pioche. Et j'ai l'impression, quand on regarde un peu le profil sociologique de ces gens-là, je pense que c'est des jeunes qui n'ont pas forcément c'est normal qu'on débute, des fonds importants, et que parfois j'entends des gens qui disent c'est un moyen de me payer mes études. C'est pas possible. Mais ça vient tout le temps, ça de quel que soit. C'était il y a des influenceurs. C'est toujours comme ça. On a toujours des vagues comme ça. Moi, j'ai l'impression de reconnaître les mêmes qui me parlaient de trading d'actions binaires il y a quelques années et que je trouve que l'AMF est relativement présente pour embêter la CNCGP et autres Anacofi qui nous mettent la pression sur le réglementaire. Mais là, sur Twitter, il y a des gens qui donnent du conseil. Et c'est la jungle. Et c'est pour ça que moi, je suis quand même très... aujourd'hui, je m'interroge si effectivement c'est une classe d'actifs qu'un conseiller en gestion de patrimoine doit travailler ou pas. Ok, on arrive à la fin de cet épisode. La petite tradition, quelques recommandations, à part de tout, vous pouvez recommander ce que vous voulez. Pas business, pas boulot. C'est la seule obligation. Je te laisse en premier, le temps que je réfléchisse. Comme j'ai parlé d'Austin. Ok. Alors, il y a le côté business, elle est à South by Southwest, c'est en mars. Sixth Street. C'est exactement la 6e rue. Excellent, il est bon. J'ai eu, mes parents regardent, mais j'ai eu fréquenté à une époque lors de ma maîtrise de droit. Austin, donc là voilà la 6e rue. J'ai connu quelques bars là-bas. On rentre dans le premier bar et il y a un musicien qui est exceptionnel. On se dit formidable, il est fort celui-là, c'est une future star. Et après on va dans le second, il y a une fille qui est encore mieux. Le troisième, le groupe est extraordinaire, encore mieux. Et là, on est à la 6e rue. Et il faut absolument aller, parce que les Français qui vont là-bas, ils renaclent à y aller, à aller au rodéo. Parce qu'à ce moment-là, il y a un rodéo avec parfois un concert juste avant. Là, il y a des noms qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai vu Willie Nelson, par exemple. Et d'ailleurs, qui avait comme guitariste invité Johnny Depp à l'époque. Et l'ambiance du rodéo, c'est génial. On rentre là-dedans. On est quasiment le seul à avoir ni Santiago, ni chapeau de cow-boy ou casquette de trucker. Et l'ambiance est extraordinaire. C'est pas mal, ça, c'est ce que tu fais, non-business. Exactement, c'est une ville que j'adore et j'ai un côté sentimental. Et attention, si on s'achète une paire de bottes, comme je l'ai fait, on risque de dormir le soir avec si on n'arrive pas à les retirer. Donc il faut bien essayer de les... C'est pas mal, ça. Exactement. Conseil hors business. C'est très sympa de se balader avec des bottes, parce que notamment pour les rodéos, et pas se sentir totalement à l'ouest. Pour le coup, mais attention pour le retirer. Voilà, moi pour raconter un petit peu, donc j'y étais en 2008, année de l'élection, première élection d'Obama, donc il est venu nous saluer en classe, et Bill Clinton aussi, sauf que maintenant je peux le dire, je suis adulte, j'avais décidé de sécher cette classe-là, donc je n'ai pas pu les... Tu corresponds à la photo le mème qui circule de ce type qui est dans le métro à New York, je crois que c'est à New York,
en train de dormir alors qu'Obama est en train de lui faire coucou. Exactement. Voilà. Charlie, ta reco ? Ma reco, ça y est, j'ai réfléchi. Non, moi, parce que bon, là, on enregistre au moment où toutes les terrasses sont réouvertes, tout ça, les restaurants. Donc, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps dehors plutôt qu'à regarder des films ou des choses comme ça. Mais non, moi, je pensais du coup, qu'est-ce que je voulais faire maintenant que tout est réouvert. Et je conseille d'aller, donc je compte y aller ce week-end, à l'Atelier des Lumières. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à Paris. Alors, je ne sais plus, 11e ou 20e. Et c'est super sympa parce que c'est dans une espèce d'énorme hangar où ils vous diffusent toutes les œuvres. Alors, c'est à chaque fois, ils prennent un artiste. Et donc là, Dali a commencé. Moi, je suis une grande fan de Dali. J'ai même été en Espagne pour voir son musée et tout. Et là, donc, ça va être sur Dali. Et vous avez, en fait, c'est un peu comme un spectacle où ils vous diffusent toutes ces œuvres. Et puis, avec beaucoup, donc, des lumières dans tous les sens. Il y a de la musique. Et vous passez à peu près 1 heure là-dedans. Et vous marchez. Vous pouvez vous asseoir dans un coin. Enfin, il n'y a rien. Enfin, c'est vraiment, on est par terre. Et voilà, vous passez 1 heure. Et je trouve ça super sympa. Je trouve ça, c'est une autre façon de découvrir la culture plutôt que des fois d'être devant un tableau et puis de lire en tout petit les écritures. Je trouve ça sympa pour toute la famille. Donc voilà. Ok, sympa. Quant à moi, ma reco va porter sur une série. Donc on n'est pas sur Canal+, le cercle série, je rassure les auditeurs. Mais c'est une série qui est sur OCS. On va parler tech. Et surtout d'une vieille tech qui est le Minitel. Ça s'appelle 3615 Monique. Et ça parle de la naissance du Minitel Rose. Et c'est un petit bonbon, c'est une série française, ça dure les épisodes 28 minutes, filmé dans une belle ville qui est Angoulême. Et c'est très très sympa, ça se regarde hyper facilement et c'est avec un jeu d'acteur génial. Donc c'est Marocco sur OCS. Et si on peut balancer un petit peu sur Netflix, je préfère 1000 fois OCS à Netflix. Donc ça, je trouve que c'est un engouement, on parlait de boîtes comme ça avec des succès et je trouve que voilà. C'était mon petit avis. En tout cas, merci beaucoup. On peut te retrouver où si on veut te contacter? LinkedIn, Instagram? LinkedIn et Twitter. Twitter, oui, Twitter, t'es assez... Oui, je suis très active sur Twitter. Et un peu c'est comme ça qu'on s'est virtuellement rencontrés. Voilà. Exactement. Stéphane, à Timis Gestion, on peut, le grand public et les confrères et consoeurs qui nous écoutent peuvent te contacter en direct ou contacter moi, tes sales. Sur Twitter, LinkedIn, je mets mes photos sur Instagram, personnel. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un site internet, on a un podcast tous les lundis. D'ailleurs, le podcast est réservé aux professionnels de la finance ou... Non. Il est sur SoundCloud et Spotify. Ok, donc on mettra le lien sous l'épisode. Ce sera super. Voilà. Et puis, on fait des zooms, mais pour l'instant, c'est réservé aux professionnels. Parce qu'il y a des slides, donc on met J'ai raté celui avec Édouard Cissé, moi. Sur le foot, c'est un type super. Voilà. On a eu Nicolas Hulot récemment aussi. Et puis des professionnels. Demain, vendredi, on a Sabrina Marzaro qui est prof au Fashion Institute of Technology à New York, qui est super, qui va nous parler de... Est-ce que le luxe est toujours pertinent pour les Gen Z, par exemple? C'est génial. On va savoir si les Gen Z s'intéressent au luxe. Super. Je donne pas la réponse, comme ça vous serez obligé de vous connecter. Vendredi, quelle heure? C'est vendredi à 10h30. Super. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou par mail ytortig@mp-gestion.com. À la semaine prochaine. Au revoir.